L'école m'a appelé à 15h47 un mardi après-midi et m'a dit que ma fille m'attendait depuis 3 heures. Je n'avais pas de fille. J'avais 32 ans. Je vivais seul dans un appartement d'une chambre dans le nord-est de Portland depuis 6 ans. Je n'avais pas eu de relation sérieuse depuis 3 ans. Je conduisais une Subaru Outback. J'avais 3 plantes en pot et une cafetière dont j'étais très particulier. Je travaillais comme développeur de logiciels senior pour une entreprise de technologie financière dans le Pearl District, principalement à distance. Et les mardis après-midi, je travaillais de ma table de cuisine avec des écouteurs anti-bruit. J'ai pris l'appel parce que le numéro avait un indicatif régional 541 et que 541 était Bend, Oregon, et la seule personne que je connaissais à Bend était la grand-mère de mon colocataire de collège, Owen, qui avait 84 ans et m'appelait 2 fois par an pour me demander si j'avais trouvé une femme. La voix au bout du fil était celle d'une femme que je ne connaissais pas. « Bonjour, ici Riley Hennessy, directrice de l'école élémentaire Cascade Heights à Bend. Est-ce bien Monsieur Quinn Sinclair ? Oui, Monsieur Sinclair. Votre fille Iris n'a pas été récupérée à l'école aujourd'hui. Elle attend au bureau depuis 3 heures. Nous ne parvenons pas à joindre les autres contacts d'urgence. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement ou nous devrons contacter les services de protection de l'enfance pour négligence. J'ai enlevé mes écouteurs. Je suis désolé. Vous avez le mauvais numéro. Je n'ai pas de fille. J'ai 32 ans. Je suis célibataire. Je vis à Portland. Je ne suis pas allé à Bend depuis 5 ans. Monsieur Sinclair, votre nom est sur la carte de contact d'urgence de cet enfant. Votre numéro de téléphone correspond. Votre adresse de domicile est indiquée comme étant Northeast Portland. Êtes-vous Quinn Stewart Sinclair, né le 3 juin 1992 ? Je suis resté très immobile. Oui. Alors nous avons besoin que vous veniez à Bend immédiatement. Le trajet est d'environ 3 heures. Vous devez partir maintenant ou nous appelons la police. Il y a eu une erreur. Je n'ai pas de fille. Je n'ai jamais eu de fille. Monsieur Sinclair, votre nom a été ajouté à la carte de contact d'urgence de cet enfant par sa mère en septembre de l'année dernière. Votre nom a été appuyé par une documentation notariée que notre district a acceptée à ce moment-là. Nous avons tenté de vérifier l'ajout auprès de vous directement lorsqu'il a été effectué, mais nos appels sont allés sur messagerie vocale et n'ont jamais été retournés. Madame Bellamy a été notre contact principal pendant les 6 dernières années. Elle est la seule autre personne listée sur la carte à part vous. Nous n'avons pas pu la joindre depuis 13h30 cet après-midi. Ses parents, les contacts secondaires, ne répondent pas non plus à leur téléphone. Nous avons un enfant de 6 ans qui est assis dans notre bureau depuis 3 heures, attendant que quelqu'un vienne la chercher. La ligne est restée silencieuse. J'ai essayé de me souvenir de septembre de l'année dernière. Il y avait eu des semaines entières où je laissais les appels inconnus aller sur messagerie vocale. Je supprimais les messages vocaux des numéros que je ne reconnaissais pas sans les écouter. C'était une habitude que je regrettais maintenant. J'ai dit, avez-vous dit Madame Bellamy ? Oui, Mav Bellamy. J'ai fermé les yeux. À l'été 2018, j'ai eu une relation de 6 semaines avec une graphiste nommée Mav Bellamy. Elle vivait à Bend. Je venais de Portland pour le mariage d'un ami. Nous nous sommes rencontrés au dîner de répétition. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 semaines. Nous nous sommes séparés fin août quand je suis retourné à Portland pour mon travail. Elle avait 26 ans. J'avais 26 ans. Nous n'étions pas restés en contact. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 6 ans et demi. Je pars maintenant, Monsieur Sinclair. Je me rends à Bend tout de suite. Je serai là dans 3 heures. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. S'il vous plaît, dites-lui. S'il vous plaît, dites à la petite fille que quelqu'un arrive. J'ai raccroché. Je suis resté assis à ma table de cuisine pendant 30 secondes. Je me suis levé. J'ai mis une veste. J'ai pris mes clés. J'ai conduit jusqu'à Bend. Le trajet de Portland à Bend prend 3 heures à travers le haut désert si vous ne vous arrêtez pas. Je ne me suis pas arrêté. J'ai respecté la limite de vitesse parce que je ne voulais pas être arrêté. Je tenais le volant à 2 mains. J'ai essayé de ne pas penser. J'ai quand même pensé. Mav Bellamy. Cheveux auburn. Un rire qui venait de nulle part.
Elle était graphiste pour une entreprise de marketing à Bend, travaillant sur des campagnes de tourisme pour le Haut-Désert. Nous nous étions rencontrés à un dîner de répétition dans une cave à vin. Nous avions passé 6 semaines ensemble à faire de la randonnée, du kayak, à boire du café dans son café préféré sur Galveston Avenue. J'avais passé la plupart des nuits de ces 3 dernières semaines dans son appartement. Nous avions été prudents. Nous avions utilisé une protection. Nous n'avions pas été assez prudents. 6 semaines plus tard, j'étais retourné à Portland. Je lui avais envoyé 2 SMS en septembre 2018. Elle avait répondu chaleureusement mais brièvement. En octobre, nos SMS avaient cessé. J'avais supposé qu'elle était passée à autre chose. Je n'avais pas insisté parce que j'avais 26 ans, j'étais émotionnellement réservé et je commençais un nouveau travail et j'étais convaincu que les relations à distance ne fonctionnaient jamais. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 6 ans et demi. Mon téléphone a sonné à nouveau à 17h14. J'étais en dehors de Madras, à mi-chemin du trajet. C'était encore Riley Hennessy. Monsieur Sinclair, je dois vous dire autre chose avant votre arrivée. Nous venons de joindre l'un des contacts d'urgence secondaires, le grand-père d'Iris, Austin Bellamy. Il est à l'hôpital. Il vient d'avoir un incident cardiaque lors de son rendez-vous de cardiologie qui s'est prolongé. Sa femme était avec lui. D'accord. Monsieur Sinclair, Mav Bellamy est décédé il y a 2 jours. L'école n'avait pas encore envoyé de mise à jour à l'échelle du district à tous nos systèmes de contact d'urgence. Les grands-parents avaient prévu de récupérer Iris aujourd'hui, mais le rendez-vous de cardiologie a tourné à l'urgence, et ils ont oublié. Iris est à l'école toute la journée, ne sachant pas que sa mère est partie. Elle est arrivée ce matin en pensant que c'était une journée d'école normale. M. Sinclair, cette petite fille a eu la pire semaine de sa vie, et elle est assise dans notre bureau en attendant son père. J'ai serré le volant. Comment Mav est-elle morte? Elle était malade depuis un certain temps. Je ne connais pas les détails exacts. Les grands-parents vous le diront à votre arrivée. Merci, monsieur Sinclair. Encore une chose. Oui. Iris parle de vous depuis 1 an. Sa mère lui avait parlé de vous. Elle savait que vous viendriez. J'ai conduit le reste du chemin jusqu'à Ben sans parler, sans respirer correctement, les 2 mains sur le volant et le soleil de fin d'hiver se couchant à travers mon pare-brise. Je suis arrivé à l'école élémentaire Cascade Heights à 19h18. Le bâtiment était techniquement fermé. Le parking était vide à l'exception de 2 voitures. L'entrée principale était verrouillée. Une femme en manteau de laine attendait près de la porte. Monsieur Sinclair. Oui, je suis Riley Hennessy. Merci d'être venu. Iris est dans mon bureau avec notre conseillère scolaire. Elle a déverrouillé la porte. Je l'ai suivie à travers des couloirs sombres. Le bureau du directeur était petit et chaleureux. Il y avait un canapé sous la fenêtre. Il y avait un bureau avec une lampe de banquier allumée. Il y avait une étagère avec des livres d'images et de petits animaux en peluche. Une femme d'environ l'âge de Riley était assise sur une chaise à côté du canapé. Voici Lénia Branley, notre conseillère scolaire. Bonjour, monsieur Sinclair. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Sur le canapé près de la fenêtre était assise une petite fille vêtue d'un pull bleu et de leggings gris. Elle tenait un éléphant en peluche. Ses cheveux étaient foncés. Ses yeux étaient marrons. Elle semblait peser environ 40 livres. Elle m'a regardé. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas couru. Elle a regardé mon visage pendant un long moment. Elle a regardé mes cheveux. Elle a regardé mes mains. Elle s'est levée. Elle a marché lentement à travers le bureau et s'est arrêtée à 60 cm de moi. Es-tu mon papa? Je me suis mis à genoux. J'ai essayé de parler. Je n'y suis pas parvenu. J'ai essayé à nouveau. Oui, ma chérie. Je suis ton papa. Elle a étudié mon visage un instant de plus. Puis elle a laissé tomber l'éléphant sur le tapis et a passé ses bras fins autour de mon cou. Elle s'est accrochée comme si elle avait attendu 6 ans pour le faire. Peut-être l'avait-elle fait. Ça va, papa. Tu es là maintenant. J'ai serré ma fille dans mes bras. Je l'ai serrée très longtemps. La conseillère scolaire, Lena, pleurait silencieusement dans sa chaise. La directrice, Riley,
se tenait près de la porte, ne pleurant pas, ne souriant pas, juste observant la manière dont les gens observent quelque chose dont ils se souviendront le reste de leur vie. Après ce qui a semblé durer 10 minutes, mais n'était probablement que 2, Iris m'a lâché. Elle a ramassé l'éléphant. Elle m'a regardé avec le genre de sérieux pratique que les enfants de 6 ans ont. Maman a dit que tu viendrais de Portland. Elle avait raison. As-tu conduit dans ta voiture? Oui. Quelle sorte de voiture? Une Subaru bleue. Elle a hoché la tête pensivement. Maman en avait une verte, mais la sienne est tombée en panne l'année dernière. Qu'est-ce qu'elle avait maintenant? Une Toyota rouge avec des bosses à l'avant parce qu'elle a heurté un cerf une fois. Ça a l'air d'être une voiture utile. Elle l'est. Elle a regardé vers la directrice. Riley m'a regardé. Monsieur Sinclair, les grands-parents sont toujours à l'hôpital. Ils aimeraient que vous ameniez Iris à leur ferme. Ils vous y retrouveront. D'accord. L'adresse est dans nos dossiers. Je vous imprimerai des directions. J'ai pris le petit sac à dos violet d'Iris dans le coin du bureau. J'ai pris son éléphant. Je lui ai tenu la main. Elle a serré la mienne en retour. Elle n'a pas regardé l'école en sortant. Dans le parking, elle a regardé ma Subaru. Elle est plus bleue que je ne le pensais. C'est bon? Oui. Je l'ai aidée à monter à l'arrière. Elle s'est assise derrière le siège passager, pas derrière le conducteur. J'ai réalisé plus tard que c'était parce que sa mère la mettait toujours là dans la Toyota rouge. Elle voulait me regarder à travers le rétroviseur. J'ai quitté le parking de l'école. Elle a dit, « Papa. » Oui. Maman a dit que quand je te rencontrerai, je devrais te dire quelque chose. D'accord. Elle a dit que je devrais te dire qu'elle était désolée. J'ai serré le volant. Ma chérie, elle n'a pas à être désolée. Elle a fait un travail formidable avec toi. C'est ce qu'elle a dit que tu dirais. J'ai conduit un moment en silence. Après 10 minutes, elle a dit, « Papa. » Oui. Comment je t'appelle? Comment veux-tu m'appeler? Elle y a réfléchi attentivement. Papa. Je pense que papa le sait bien. Alors appelle-moi papa. D'accord, papa. La ferme des Bellamy se trouvait à 20 minutes de Bend, sur une route de campagne qui serpentait à travers l'herbe sèche et les pins, une ferme à 2 étages avec une véranda, une grange rouge derrière, un poulailler, 3 camionnettes dans l'allée. Un homme d'une 60aine d'années se tenait sur la véranda lorsque je suis arrivé. Il était grand, buriné, aux épaules larges. Il portait une chemise en flanelle grise et un jean de travail. Ses cheveux étaient blancs. Son visage était ridé. Il avait pleuré. Une femme se tenait à côté de lui. Elle était plus petite, aux cheveux gris, vêtue d'un cardigan bleu marine. Ses mains étaient croisées devant elle. Je me suis garé. J'ai détaché Iris du siège arrière. Je l'ai portée sur ma hanche jusqu'aux marches de la véranda. Elle était légère mais solide. Elle tenait mon col d'une petite main. Le grand-père m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Il regardait sa petite fille sur ma hanche. Il a dit une chose. Vous avez les mêmes mains. Sa femme, la grand-mère d'Iris, a dit doucement, Augustine, laisse-les entrer. L'enfant a besoin de manger. Nous sommes entrés. La cuisine était chaude. Il y avait du ragoût de bœuf sur la cuisinière. Il y avait du pain sur le comptoir. Il y avait une cafetière. La grand-mère avait cuisiné pour occuper ses mains. Je comprendrai plus tard, parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Iris a couru vers sa grand-mère et l'a serrée à la taille. Grand-mère. Bonjour, ma douce fille. As-tu faim? Un peu. Assieds-toi à table. Iris s'est assise. Sa grand-mère lui a versé un verre de lait. Le grand-père et moi étions debout dans l'embrasure de la cuisine. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il a dit doucement, dehors, juste 1 minute. Je l'ai suivi jusqu'à la véranda. Il a fermé la porte derrière lui. Il a regardé la cour sombre, les pins, la grange délavée. Quand il a parlé, sa voix était rauque. Toi, après 7 ans. Monsieur Bellamy. Austin. Augustine. Monsieur, je ne savais pas, tu ne savais pas quoi.
Je ne savais pas pour elle. Il s'est retourné et m'a regardé. Son visage était très calme. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne savais pas? Monsieur, j'ai eu une relation avec votre fille à l'été 2018. 6 semaines. Je suis rentré à Portland fin août. Nous avons échangé quelques SMS en septembre. En octobre, nous avions arrêté. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je ne savais pas qu'elle avait un enfant. Je ne savais pas qu'elle élevait ma fille depuis 6 ans. J'ai appris tout cela à 15h47 cet après-midi quand l'école m'a appelé. Il m'a fixé du regard. Ma fille ne m'a jamais dit qu'elle ne t'avait pas dit? Non, monsieur. Elle m'a laissé croire pendant 7 ans que tu savais, que tu l'avais abandonnée, que tu savais que tu avais un enfant et que tu ne reviendrais pas pour elle. Monsieur, je suis tellement désolé. Il s'est détourné. Il a regardé la grange pendant un long moment. Quand il s'est retourné, son visage avait changé. Pas chaleureux, mais différent. J'ai porté 7 ans de colère contre le mauvais homme, Augustine. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Le choix de ma fille était le choix de ma fille. Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis en colère contre elle, et je ne peux pas être en colère contre elle parce qu'elle est morte. Je sais, monsieur. Il est resté là un long moment. Il a dit, elle t'a laissé une lettre. Une lettre dans son appartement sur la table de la cuisine avec ton nom dessus. Elle l'avait préparée depuis 2 mois. Elle a laissé des instructions selon lesquelles elle devait être donnée seulement après sa mort et seulement quand tu viendrais chercher Iris. Elle m'en a parlé la semaine dernière. L'avez-vous lu? Non. J'ai voulu. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas? Parce qu'elle l'a écrite pour toi. Pas pour moi. Il m'a regardé. Iris dormira ici ce soir. Elle est ici toutes les nuits depuis que Mav est devenue trop malade. Demain matin, tu reviendras ici à 9h, et tu iras avec moi à l'appartement de Mav, et tu prendras la lettre et tu la liras. Ensuite, nous nous assiérons et nous trouverons ce qui se passera ensuite. Oui, monsieur. Et monsieur Sinclair. Queen. Queen, ce soir à cette table, toi et moi allons être civils pour le bien de cet enfant qui est là. Elle a eu la pire semaine de sa vie. Nous allons la nourrir et la coucher. Et elle dormira ce soir en sachant que son père est venu la chercher. Quoi qu'il arrive entre nous demain, ça arrivera demain. Ce soir, nous dînons. Oui, monsieur. Nous sommes rentrés. Iris a mangé du ragoût de bœuf et 3 morceaux de pain. Elle m'a parlé de son institutrice, Madame Tomlinson, et de sa meilleure amie à l'école, un garçon nommé Ben, qui avait une dent de devant manquante. Elle m'a parlé de son éléphant, dont le nom était Monsieur Pickles et qui était avec elle depuis qu'elle avait 3 ans. Elle m'a parlé de son chat, Toby, qui était à l'appartement et qu'il faudrait venir chercher demain. J'ai écouté. J'ai posé des questions. J'ai appris que ma fille aimait les chevaux, avait peur des araignées, savait lire au niveau de la 3e année et apprenait le piano. Après le dîner, la grand-mère d'Iris l'a aidée à se mettre en pyjama. Je me suis assis sur le bord d'un petit lit jumeau dans une chambre d'amis qui était clairement devenue la 2e chambre d'Iris au cours des derniers mois. Il y avait une collection d'animaux en peluche sur une étagère. Il y avait une petite lampe de lecture. Il y avait une photographie sur la table de chevet de Mav et Iris dans un champ de citrouilles. J'ai lu à Iris un chapitre de la toile de Charlotte. C'était le livre sur sa table de chevet. Elle s'est endormie avec une main sur Monsieur Pickles et une main sur mon avant-bras. Je suis resté là pendant une demi-heure. J'ai dormi cette nuit-là dans un hôtel du centre-ville de Bend. Je n'ai pas bien dormi. Le lendemain matin, j'étais à la ferme d'Austin à 8h55. Il était déjà dans son camion. Je suis allé avec lui à l'appartement de Mav. L'appartement était un 2 chambres dans un complexe de style cottage du côté ouest de Bend. Augustine a déverrouillé la porte avec une clé. L'appartement sentait la jeune femme et sa fille, lavande, café, une légère trace de fourniture d'art. Les dessins d'Iris étaient sur le réfrigérateur. Une petite collection d'animaux en peluche était sur une étagère. Des photographies étaient sur une table d'appoint. Mav et Iris à la plage. Mav et Iris dans un champ de citrouilles. Mav et Iris devant un arbre de Noël l'année dernière, alors que Mav était déjà malade mais souriante. Une enveloppe scellée était sur la table de la cuisine. Mon nom était dessus.
L'écriture était celle de Mav. J'avais reçu exactement un morceau de papier de Mav dans ma vie, une carte postale qu'elle m'avait envoyée d'un voyage d'affaires en octobre 2018, 6 semaines après notre séparation. L'écriture était la même. Augustine m'a regardé voir l'enveloppe. Ma fille a écrit cela pour toi. Elle l'avait prête depuis 2 mois. J'ai voulu l'ouvrir. Je ne l'ai pas fait. Elle est à toi, monsieur. Puis-je la prendre? Oui. Il a regardé autour de l'appartement. Je vais sortir. Je vais m'asseoir sur le perron. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Il est parti. Je me suis assis à la table de cuisine de Mav. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai lu la lettre. Elle faisait 6 pages, sur du papier épais, daté de 3 semaines avant sa mort. Queen, si tu lis ceci, je suis morte. Tu es venu pour Iris, et tu as 1000 questions. Je vais en répondre autant que possible. Je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre en personne. J'avais prévu de t'appeler la semaine prochaine. J'avais prévu de t'appeler depuis près de 3 mois. J'ai été lâche. Je vais commencer par le début. L'été 2018 était réel. Je veux que tu saches que ce n'était pas une aventure. C'était réel. Je me souviens de chaque café au Lone Pine, de chaque randonnée à Smith Rock, de chaque nuit où tu es resté dans mon appartement. Tu étais gentil, curieux et émotionnellement réservé d'une manière que je reconnaissais parce que j'étais la même. Nous étions 2 personnes prudentes qui ont baissé leur garde exactement au même moment pendant 6 semaines, puis l'ont remonté parce que la géographie ne fonctionnait pas, et nous avions tous les 2 peur. Je n'avais pas peur de la manière dont je le pensais. J'avais peur de la mesure dans laquelle je t'avais aimé. En octobre 2018, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais cessé de répondre à tes SMS parce que j'essayais de comprendre ce que je ressentais et ce que je devais faire. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pris une décision en environ 12 heures à laquelle j'ai pensé tous les jours pendant les 6 dernières années. J'ai décidé de ne pas te le dire. Mes raisons à l'époque me semblaient bonnes. J'avais 26 ans. J'étais financièrement stable. J'avais un emploi stable. Mes parents vivaient à 20 minutes et étaient en bonne santé et me soutenaient. Je pouvais élever cet enfant. Tu avais 26 ans avec un nouveau travail, tu vivais à 3 heures de distance et tu m'avais dit que tu n'étais pas encore prêt pour des choses sérieuses dans ta vie. J'ai senti que te le dire t'imposerait une décision que tu n'avais pas la maturité de prendre librement. J'ai senti que j'étais généreuse en te retirant le choix. Je sais maintenant que j'étais arrogante. Je sais maintenant que ce que j'appelais générosité était en fait la peur du rejet, que je te le dirais et que tu dirais, je ne peux pas faire ça, et je devrais passer le reste de ma vie à savoir que j'avais été désavoué. Alors je ne t'ai pas donné la chance. J'ai pensé à cette décision chaque jour depuis la naissance d'Iris. Je n'ai pas regretté Iris. J'ai regretté la façon dont je l'ai fait. Iris est née le 19 février 2019. Elle était petite. Elle était parfaite. Elle a été la joie de ma vie pendant 6 ans. J'ai été une bonne mère pour elle. Je n'étais pas parfaite, mais j'étais bonne. En avril 2023, j'ai été diagnostiqué avec un cancer du pancréas de stade 4. Mes médecins m'ont donné 18 à 24 mois. J'avais 31 ans. Iris avait 4 ans. Je ne t'ai pas dit alors. J'aurais dû. Je me suis dit que je te le dirais bientôt. Pendant 2 ans, je me suis dit, bientôt. C'est le grand regret de ma vie de ne pas t'avoir appelé quand j'avais encore l'énergie de bien le faire. Il y a 18 mois, j'ai commencé à me préparer. J'ai embauché Emerson Donaldson, un avocat spécialisé en droit de la famille ici à Bend. Emerson a fait le travail juridique et aussi le travail pratique. Il a engagé un enquêteur qui a confirmé ton adresse actuelle, confirmé que tu vivais toujours à Portland, confirmé que ton numéro de téléphone était le même depuis 2018. Tu ne l'avais pas changé. Cela a rendu tout possible. Nous avons préparé une reconnaissance de paternité, une requête en garde, et une lettre notariée expliquant que tu es le père biologique d'Iris. J'ai modifié les contacts d'urgence de l'école d'Iris il y a 6 mois pour te lister comme contact principal. J'ai fait tout cela afin que, lorsque je mourrai, le mécanisme légal s'active sans que j'aie besoin d'être là. L'école a essayé de t'appeler quand je t'ai ajouté. Tu n'as pas répondu. J'avais demandé à Emerson de laisser des messages vocaux spécifiques,
mais tu n'as jamais rappelé. J'ai supposé que tu filtrerais les numéros inconnus. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Le moment venu, l'école t'appellerait à nouveau, et tu répondrais cette fois-là. Je réalise maintenant à quel point c'était arrogant. Si tu n'avais pas répondu à l'appel d'hier, j'aurais échoué 2 fois Iris. Je me suis dit que je t'appellerais ensuite. Je ne l'ai jamais fait. Puis la semaine dernière, j'ai eu une complication pendant ma chimiothérapie que mes médecins n'avaient pas anticipée. J'écris ceci depuis un lit d'hôpital. Je ne rentrerai pas chez moi de cet hôpital. Il me reste entre 4 jours et 3 semaines. Ils ne peuvent pas me dire combien. Je n'ai plus de semaine prochaine. Queen, je te demande une seule chose. Sois son père. Non pas parce que tu me dois. Non pas parce que tu lui dois. Parce qu'elle est à toi. Parce que c'est une personne remarquable. Parce qu'elle sait que tu existes depuis 1 an. Je lui ai dit que tu étais un homme bon qui vivait à Portland et qu'il aimerait quand vous vous rencontreriez. Je lui ai dit cela parce que je voulais qu'elle soit prête pour toi. Elle est prête pour toi depuis 1 an. Queen, je n'étais pas prête à t'appeler. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. L'autre chose que je dois te dire, mes parents, Austin et Adelina, ils croient que tu m'as abandonné. Ils pensent que tu savais que j'étais enceinte et que tu n'es pas revenu. Je n'ai jamais corrigé cela parce que je ne pouvais pas supporter de dire à mon père ce que j'avais réellement fait. Il a été en colère contre toi pendant 7 ans. Il ne connaît pas la vérité. S'il te plaît, dis-lui. Il sera en colère. Il finira par comprendre. Il aime Iris plus que tout au monde. Il deviendra ton allié si tu lui donnes du temps et lui dis la vérité. La dernière chose que je veux que tu saches, après l'avoir vu grandir pendant 6 ans, c'est qu'Iris est la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle est patiente. Elle est gentille. Elle remarque les choses. Elle remarquera tout de toi. Ne te donne pas en spectacle pour elle. Ne fais pas semblant de savoir ce que tu ne sais pas. Sois simplement présent. Sois honnête. Dis-lui quand tu es triste. Dis-lui quand tu as peur. Dis-lui quand tu ne sais pas comment faire quelque chose. Elle te respectera pour cela. Elle est petite, mais elle est sage. Je ne suis pas désolé de la laisser avec toi. Elle t'appartient autant qu'elle m'a jamais appartenu. Je suis désolé pour les années perdues. Je suis désolé de ne pas avoir appelé. Je suis désolé que tu lises ceci dans mon appartement au lieu de me rencontrer dans un café. Je suis désolé, Queen. Sois son père. C'est la seule chose que je te demande. Sois son père. Mav. PS elle adore les chevaux. Elle a peur des araignées. Elle lit au niveau de la 3e année. Son chat s'appelle Toby, et c'est un lâche, et tu dois le protéger des chiens du quartier. Bonne nuit. Je suis resté assis à la table de cuisine de Mav pendant 45 minutes après avoir fini de lire. J'ai lu la lettre 4 fois. J'ai pleuré pour la première fois en 4 ans. Je suis sorti. Austin était assis sur le perron. Il attendait. Je me suis assis à côté de lui. Je lui ai tendu la lettre. Lila. Elle est pour toi. Lila. Tu en as besoin. Il l'a prise. Il a mis ses lunettes de lecture. Il a lu pendant 15 minutes sans dire un mot. Quand il a eu fini, il a plié la lettre soigneusement et me l'a rendue. Il ne m'a pas regardé pendant un long moment. Quand il l'a fait, ses yeux étaient humides. Ma fille. Oui, ma fille était une lâche à la fin. Monsieur, nous sommes tous des lâches à la fin. Il a hoché la tête lentement. Et vous? Vous ne l'avez pas abandonnée? Non, monsieur. Je me suis trompé pendant 7 ans. Vous n'aviez pas l'information. J'aurais dû lui demander. Elle ne vous l'aurait pas dit. Il a hoché la tête à nouveau. Il a regardé la porte de l'appartement. Queen. Oui. Quel est votre plan? Je vais déménager à Bend. Il m'a regardé. Vous avez un travail à Portland. Mon travail sera à distance. J'y ai déjà pensé. Je vendrai mon appartement. Je louerai une maison ici. Je serai à 6 minutes de votre ferme. Iris vous verra, vous et Adelina,
3 fois par semaine. Elle connaîtra ses grands-parents. Elle connaîtra son père. Elle connaîtra tous ceux qu'il aime. Il a réfléchi à cela. Vous avez résolu cela rapidement. Je l'ai résolu en conduisant hier. Il a hoché la tête. Il s'est levé. Il a tendu la main. Queen, je vous dois des excuses que je ne peux pas vous donner pleinement. Je passerai le reste de ma vie à essayer de me rattraper. Accepterez-vous cela? Je me suis levé. J'ai serré sa main. Il n'y a rien à rattraper, Austin. Nous sommes une famille maintenant. Quoi qu'il soit arrivé d'autre. Il a tenu ma main pendant un long moment. Il a dit, bienvenue à Bend. Le test ADN a confirmé ce que nous savions déjà. Je suis allé à une clinique avec Iris cet après-midi-là. Elle a trouvé l'écouvillonnage des joues hilarant. Le technicien de laboratoire lui a donné un autocollant qui disait « Patient courageux des temps ». Elle l'a mis sur son éléphant. Les résultats sont arrivés 5 jours plus tard, 99,99% de probabilité de paternité. J'ai appelé ma mère, Bridget, cette nuit-là depuis ma chambre d'hôtel. Elle avait 64 ans, était à la retraite et vivait à Rochester, New York. Maman. Quoi, Queen? Maman, j'ai une fille. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Elle a dit, dis-moi tout. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté pendant 40 minutes sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, Queen, je prends l'avion pour Bend demain. J'ai besoin de rencontrer ma petite fille. Elle est arrivée l'après-midi suivant. Elle a rencontré Iris à la ferme Bellamy. On avait dit à Iris ce matin-là qu'elle avait une grand-mère à Rochester nommée Bridget qui voulait la rencontrer. Iris a marché vers ma mère sur le perron et a dit « Bonjour, je suis Iris. Je suis votre petite fille. » Ma mère s'est assise sur la marche du perron et a pris ma fille sur ses genoux et a pleuré. Adelina, regardant depuis l'embrasure de la porte, a pleuré aussi. Austin était assis dans son fauteuil à basculer à regarder les pins et n'a pas pleuré, mais sa main sur la coudoir du fauteuil tremblait. J'ai appelé mon meilleur ami, Owen Kigley, au travail le lendemain matin. Owen, j'ai besoin de 3 semaines de congé. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté. Il a dit, Queen, prends 6 semaines. Prends tout ce dont tu as besoin. Je couvrirai ton travail. Va découvrir comment être un père. J'ai appelé mon avocat, Niall Pierce à Portland, un avocat spécialisé en droit de la famille recommandé par le service des ressources humaines de mon entreprise. Il a examiné les documents préparés par Mav. Queen, ce qu'elle a mis en place ici est étanche. Paternité reconnue. Requête en garde prédéposée. Les grands-parents n'ont aucune base légale pour la contester, même s'ils le voulaient, ce qui n'est pas le cas. L'audience est procédurale. Vous serez le père légal d'Iris dans 8 à 12 semaines. Niall, je veux que cela se passe de manière amicale. Les grands-parents doivent rester dans sa vie. Je comprends. Je rédigerai la requête de cette façon. Nous maintiendrons la coopération. L'audience de garde a eu lieu le 14 mai 2025, à la cour de circuit du comté de Deschutes. Augustine a témoigné en faveur de la requête. Il a dit, « Votre honneur, ma fille a tout préparé à l'avance car elle savait que son temps était limité. L'homme que vous voyez ici est le père que ma petite fille attendait. Ma femme et moi soutenons pleinement cela. Nous demandons seulement de rester une partie de sa vie. » La juge, l'honorable Maureen Whittaker, une femme de 67 ans qui siégeait au tribunal de la famille depuis 20 ans, a lu la requête, les résultats ADN et la lettre notariée de Mav à mon intention. Elle m'a regardé. « Monsieur Sinclair, votre fille est l'une des chanceuses. Sa mère a clairement vu ce dont elle avait besoin et a pris des dispositions. Votre travail est d'être le père que cet enfant attendait. Êtes-vous prêt à le faire? Oui, votre honneur. Alors cette requête est accordée. Iris Bellamy Sinclair est sous votre garde à partir d'aujourd'hui. Elle a frappé le marteau. Iris avait été dans la salle d'audience avec Adelina. Elle a traversé la pièce et s'est tenue à côté de moi. Elle m'a tenu la main. La juge l'a regardée. Iris, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, votre honneur. Es-tu contente de cela? Oui, votre honneur. Pourquoi? Parce que maman a dit qu'il viendrait de Portland, et il l'a fait. Le huissier pleurait.
J'ai vendu mon appartement de Portland début juin 2025. J'ai loué un bungalow Craftsman jaune dans une rue calme de Bend, à 6 minutes de la ferme d'Augustine et d'Adelina. J'ai aménagé la chambre d'Iris selon ses préférences, des animaux marins violets, un coin lecture dans le coin avec un petit fauteuil. Iris a emménagé dans la maison le 1er juin 2025. Elle a apporté Monsieur Pickles. Elle a apporté Toby le chat. Elle a apporté une petite boîte de photos de sa mère qu'elle voulait garder sur sa commode. Le premier mois fut difficile. Elle se réveillait la nuit en appelant sa mère. Je m'asseyais sur son lit. Je lui tenais la main. Je lui racontais des histoires sur Mav que j'avais apprises d'Austin et Adelina, et des photographies, et de ses propres souvenirs. Je ne prétendais pas être un substitut. Je lui disais que sa mère avait été irremplaçable. Elle me posait des questions. Je répondais honnêtement. Elle me demandait pourquoi sa mère ne m'avait pas parlé d'elle plus tôt. Je lui disais la vérité de manière adaptée à son âge, que sa mère l'avait aimée et avait fait le choix qu'elle pensait être juste à l'époque, et que sa mère avait travaillé très dur la dernière année pour s'assurer qu'Iris irait bien. En août, Iris dormait toute la nuit. En octobre, elle riait de mes mauvaises blagues. À Noël, elle corrigeait ma technique de tressage de cheveux. En février 2026, elle m'appelait papa sans y penser. Nous sommes maintenant au printemps 2026. J'ai 33 ans. Iris a 7 ans. Nous vivons dans le bungalow Craftsman jaune dans une rue calme de Bend. Augustine et Adelina viennent dîner le dimanche chaque semaine. Adelina apprend à Iris à faire du pain. Austin lui apprend à s'occuper des poulets à la ferme. Iris a nommé l'une des poulets Mav, et le reste de la basse-cour suit maintenant celle-là comme si elle était en charge. Ma mère, Bridget, vient 4 fois par an. Elle apporte des livres. Elle raconte à Iris des histoires sur moi à son âge. Iris l'adore. Ma sœur, Emery, et son mari sont venus à Thanksgiving avec leurs 2 garçons. Iris a rencontré ses cousins pour la première fois. Ils ont construit un fort dans le jardin. Owen Kigley vient de Portland 2 fois par an. Il apprend à Iris à lancer une balle molle. Il l'appelle « gamine ». Elle l'appelle « oncle O ». Je travaille toujours comme développeur de logiciels senior, entièrement à distance. Je travaille pendant qu'elle est à l'école. Je cuisine le dîner la plupart des soirs. Je la conduis à l'école tous les matins à 7h45. Je lui lis une histoire au coucher. Je n'ai pas eu de rendez-vous depuis l'appel de l'école. Je pense que je le ferai peut-être un jour. Il y a une enseignante à son école qui s'appelle Greer Tomlinson. Elle est gentille et discrète, et nous avons parlé 3 fois. Je ne suis pas encore prêt. Il y a trop de choses à apprendre d'abord. Parfois, je pense à Mav. Je ne pense pas à elle avec colère. La colère ne l'honorerait pas. Elle a fait un choix qui m'a blessé et qui a blessé notre fille et qu'elle a finalement compris être faux. Elle a passé les 18 derniers mois de sa vie à se préparer à me rendre quelque chose qu'elle avait pris, et elle l'a fait assez bien pour que, lorsqu'elle est décédée inopinément, le mécanisme fonctionne quand même. Elle est morte plus tôt qu'elle ne le pensait. Mais elle s'était préparée à cette possibilité. C'est ce que font les mères. Je pense à l'été 2018. Je pense à Smith Rock. Je pense au café au Lone Pine. Je pense à la façon dont elle riait quand j'essayais de prononcer « sisters » comme les habitants. Je pense à la fille que nous avons eue ensemble sans le savoir. Je pense à quel point j'ai failli ne jamais la connaître. Si l'école n'avait pas eu mon numéro de téléphone. Si Riley et Nessie n'avaient pas été assez minutieuses pour vérifier ma date de naissance. Si Augustine n'avait pas eu un incident cardiaque ce jour-là qui l'a empêché de récupérer Iris. Si aucune de ces petites chaînes ne s'était connectée, je serais toujours dans mon appartement dans le nord-est de Portland avec mes écouteurs anti-bruit, travaillant sur des systèmes dorsaux pour une entreprise de technologie financière, mangeant des plats au micro-ondes. N'ayant aucune idée que la personne la plus importante de ma vie se trouvait à 60 miles de là et m'appelait à l'école. L'école m'a appelé à 15h47 un mardi après-midi. Ce n'était pas un faux numéro. C'était l'appel téléphonique le plus important de ma vie. Alors, laissez-moi vous poser une question. Si un appel téléphonique arrivait demain vous disant que vous étiez parent d'un enfant dont vous ne connaissiez pas l'existence, iriez-vous? Douteriez-vous? Demanderiez-vous d'abord des preuves? Ou monteriez-vous dans la voiture et conduiriez-vous?
J'ai failli demander des preuves. Je suis très heureux de ne pas l'avoir fait. Parfois, les choses que nous ne savons pas sont les choses qui nous ont déjà façonnés. Parfois, l'appel que vous n'attendiez pas est l'appel qui vous rend à vous-même. Si vous avez un enfant dans votre vie qui attendait que vous vous montriez, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, laissez son prénom dans les commentaires ci-dessous, un seul prénom. Je les lis tous. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a attendu quelqu'un. Abonnez-vous. Activez les notifications. Je vous verrai dans la prochaine.